remercie les organisateurs d'Orbimob. Je suis très content de pouvoir vous présenter les travaux que j'ai effectués avec mon cofondateur et les collaborateurs de ma startup. Et donc, cette présentation se veut, on va dire, un petit peu ludique. Je vais vous présenter finalement comment concrètement on peut utiliser l'intelligence artificielle à des fins d'optimisation des flux urbains pour bien sûr limiter les problématiques posées par le trafic urbain qui sont la pollution, la perte de temps et le gaspillage énergétique. Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. C'est un sujet à la mode et le grand problème de tous les sujets à la mode, c'est qui finalement est capable d'aujourd'hui définir de manière assez claire ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'intelligence artificielle, si je reprends la définition Wikipédia, qui je le rappelle aujourd'hui est l'encyclopédie la plus accurate, donc la plus précise au monde, avec le taux d'erreur le plus faible, selon des travaux d'universitaires. En fait, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre afin de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Donc, on a bien des théories et des techniques plus qu'une seule, on va dire, matière ou une seule discipline bien organisée. Donc, il existe aujourd'hui différentes techniques de machines d'intelligence artificielle, mais je vais vous en présenter une qui est utilisée dans 90% des cas, qui s'appelle le machine learning. Alors, dans cette définition, le mot un petit peu équivoque, ça peut être aussi l'intelligence. Là aussi, l'intelligence d'une manière générale, on en parle beaucoup, mais c'est assez difficile de définir et de voir ce qu'on entend par intelligence. Et cette difficulté à définir ce qu'on appelle l'intelligence crée aussi la source de la création de tous les fantasmes qu'il y a autour de l'IA, autour des techniques d'apprentissage automatique. Et je pense que c'est important de bien différencier les formes d'intelligence afin de voir ce que peut résoudre une intelligence artificielle et là où elle s'arrête. Alors du coup, l'intelligence, c'est un ensemble de processus retrouvés dans des systèmes vivants ou non. Donc on va bien être capable de créer, on va dire, une forme d'intelligence particulière dans une machine qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des nouvelles situations. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est les deux derniers points. Apprendre et s'adapter à des situations nouvelles. La compréhension, aujourd'hui, disons, et la conscience d'exister, ce sont des thèmes plus philosophiques et neuropsychologiques que des thèmes techniques d'intelligence informatique, d'intelligence artificielle créés avec l'outil informatique. Et ça, c'est assez important de le comprendre. Aujourd'hui, entre apprendre à une machine à exécuter une tâche précise et lui créer une conscience, la conscience du soi, on a une distinction très importante. Euh, pour l'instant, on n'a aucune possibilité technique, on va dire, même de simuler une forme de conscience chez une machine. Et finalement, c'est pas forcément plus mal si on veut s'éviter, on va dire, si on veut éviter de transformer notre quotidien en film de science-fiction américain. Alors finalement, l'intelligence artificielle, c'est de nombreuses théories et techniques issues des mathématiques, cette matière aride que certains étudiants pratiquent certainement encore aujourd'hui, puisque je crois comprendre qu'il y a beaucoup d'entre vous sont encore étudiants, et des sciences computationnelles, donc de l'informatique. Aujourd'hui, dans 90% des cas, comme je vous le disais, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de machine learning, d'apprentissage automatique. Et donc, cette technique, finalement, l'apprentissage automatique, fait appel à un artefact qu'on appelle les réseaux de neurones. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? Un réseau de neurones, c'est un ensemble, un petit peu comme un filet, on pourrait dire, de poids et de neurones, en fait, un tissu qui possède une couche d'entrée dans lequel on va faire entrer des données, une couche de sortie qui correspond aux différentes actions que peut prendre le réseau de neurones et des couches cachées.
Donc aujourd'hui, les réseaux de neurones ont été démocratisés grâce à la création de bibliothèques comme TensorFlow, donc des bibliothèques open source, TensorFlow en l'occurrence, édité par Google. Et c'est grâce également à la puissance, à l'évolution de la puissance de nos machines, et notamment à l'utilisation des cartes graphiques, qu'on a pu généraliser l'utilisation des réseaux de neurones et construire des réseaux de neurones plus profonds, donc avec un nombre de couches cachées plus grand. Alors ces réseaux de neurones, on peut s'en servir pour énormément d'applications. Pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne un réseau de neurones, j'ai pris l'application la plus commune, qui est la vision et la reconnaissance d'images. Donc, si je souhaite entraîner un réseau de neurones à reconnaître des pommes, je vais déjà compiler une grande quantité de données, d'images, de pommes et d'autres choses, et je vais nourrir ce réseau de neurones donc avec ces images. Donc, une image, on peut la voir comme un tableau de pixels. Chacune des pixels, on peut coder la couleur sur des données numériques. Et c'est quelque chose qui est assez facile à manipuler avec donc des réseaux informatiques et des systèmes informatiques, puisque on peut finalement passer complètement d'un tableau d'images à des manipulations qui permettent notamment de créer des séquences de données plus linéaires en fait. Donc une fois qu'on a transformé cette image, on va venir nourrir le réseau de neurones et on va, du côté de ses sorties, lui donner l'information que ce qu'il est en train de traiter, c'est une pomme. Donc là, on lui donne l'information, pareil, pomme, ça correspond à un certain code en langage informatique, à une suite d'octets, voilà, pour ceux qui connaissent du protocole ASCII. Et grâce à des mécanismes mathématiques, on va modifier, donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, les poids en fait, du réseau varient. Certains deviennent plus fins, d'autres plus gros. Et grâce à ce qu'on appelle la backpropagation du gradient, on va modifier chacun des poids afin d'entraîner le réseau à reconnaître l'image. Donc on va continuer ce processus avec des photos dans d'autres positions, avec des photos de pommes d'autres couleurs. Donc là, vous le voyez, à chaque fois, on va bien modifier le poids, le poids des liaisons entre neurones. Et si on parle de réseau de neurones, c'est qu'il y a un lien assez fort avec ce qu'on retrouve en biologie et avec la transmission des messages neurochimiques via les synapses. C'est bien par la création et la transformation de l'information au travers d'un réseau complexe qui réoriente et qui donne plus de valeur à certaines informations qu'on est capable de faire un lien entre l'entrée et la sortie. On va continuer d'entraîner notre réseau avec autre chose. Bon, bah là, des oranges, des poires ou des choses qui n'ont rien à voir. Enfin, n'importe quelle photo qui finalement lui permettra d'augmenter sa capacité à traiter les informations et à reconnaître l'objet que l'on souhaite reconnaître. Donc cette phase d'entraînement, elle va finalement permettre de figer le modèle, de figer le réseau de neurones une fois terminé. Et si on a obtenu une bonne convergence de notre réseau, c'est-à-dire si il a été capable d'apprendre à partir de nos données d'entrée, on va pouvoir après l'utiliser en production. Donc, souvent, quand on vous parle d'intelligence artificielle, on ajoute qu'on a besoin d'une quantité de données très importante. Et on nous dit notamment que aujourd'hui, les intelligences artificielles ont besoin de vos données et de quantités astronomiques de données pour apprendre. Alors, c'est pas forcément faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage du web, c'est de pouvoir récupérer énormément de données. On a énormément de données labellisées, c'est-à-dire qu'on a des photos de voitures, de personnes, de tout un tas d'objets du quotidien qui permettent d'entraîner des réseaux de neurones à apprendre à reconnaître des objets. Et donc, la première étape, quand on est data scientist et qu'on souhaite entraîner un modèle, c'est de se constituer un dataset. Et c'est ce précieux dataset qui va, une fois nettoyé
on va dire constituer puis nettoyer va permettre au data scientist d'entraîner son modèle. Une fois le modèle entraîné, du coup, on va passer le réseau donc en mode production, c'est-à-dire ça va être au sein d'une application dans vos téléphones. Et là, on va avoir un réseau qui va être beaucoup moins gourmand en calcul que lors de la phase d'entraînement. Donc autant l'entraînement, si vous voulez, c'est important de l'exécuter avec des ressources qui ont une puissance computationnelle importante, et notamment grâce aux cartes graphiques qui, grâce à la parallélisation de nombreux petits calculs, ont une meilleure performance que les CPU. Par contre, une fois en production, le réseau de neurones va pouvoir être exploité par une puissance de calcul moindre. Et c'est comme ça que, finalement, aujourd'hui, dans vos smartphones, alors qu'ils font parfois appel à une intelligence, artificielle qui est externe, en fait, qui est sur des serveurs externes, mais on a aussi aujourd'hui des smartphones suffisamment puissants pour exploiter des modèles et faire de la reconnaissance d'objets, de la reconnaissance sémantique pour vous proposer quels mots, vous allez envoyer dans vos messages, et finalement, tout un tas d'aides et d'assistants, qui vont avoir pour but de, vous faciliter le quotidien. Même si, j'en fais l'expérience, c'est parfois un petit peu désarmant, un peu désorientant de voir que la machine nous propose, un message ou, un mot en réponse à un message reçu, et que finalement, elle est assez accurate, elle arrive à répondre avec, quelques mots, issus de notre vocabulaire habituel. Donc du coup, cette fois en production, l'image est splittée pareil, c'est donc une image, donc un tableau de pixels est passé à travers le réseau. L'information transite et elle, est en sortie du coup sur les, perceptrons de sortie, on va avoir l'information, et l'identification, de l'objet, dont on a entré la photo dans le réseau de neurones. Par contre, si on lui donne une photo qui a rien à voir, le réseau va être capable de, faire, une fois, que l'information a circulé, il va être capable de distinguer que ce n'est pas une pomme. Parce que, grâce à l'arrangement des liens entre neurones, l'information va passer d'une telle façon que le résultat de sortie, ne sera pas, il n'y aura pas un taux de confiance élevé sur le fait d'associer l'image d'entrée à l'objet, qu'on souhaitait, donc à une pomme. Alors, deuxième thème, de mon sujet qui, souffre aussi un petit peu parfois d'une certaine hype, c'est le thème de la smart city, de la ville intelligente. Alors la ville intelligente, Wikipédia encore une fois, et si vous vous posez la question, je suis, donateur, hein, il faut bien, finalement, contribuer au maintien des outils, qu'on utilise, même s'ils sont open source. La smart city, c'est une ville donc utilisant l'informatique, pour améliorer la qualité des services urbains et réduire leurs coûts. Donc les 2 points importants, disons qui, nous devraient nous intéresser, c'est l'amélioration de la qualité des services et la réduction de leurs coûts. C'est pas forcément la vision de la smart city asiatique où, par exemple en Chine ou à Singapour, vous avez, des systèmes de vidéosurveillance qui sont, dédiés bien sûr à la sécurité des personnes, mais aussi, véritablement au tracking, des gens, des individus. Et en ça, elles peuvent constituer un risque pour les libertés individuelles. Bon, vous allez me dire qu'en Chine, c'est pas forcément leur priorité, mais vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle le crédit social, qui est un système, en vigueur, dans certaines grandes villes chinoises et qui, finalement va surveiller, le moindre fait et geste, des citoyens, leur, donner des notes en fonction de leur action, et l'État, va pouvoir après organiser, toute une suite de sanctions au cas où votre crédit, social est trop bas, et notamment vous empêcher de sortir de Chine. Ça, c'est la smart city, qu'on veut absolument éviter, et donc cette, smart city, on va dire, qui vise plutôt à l'amélioration de la qualité des services et donc de l'amélioration de nos conditions de vie et à la réduction également des coûts. C'est une smart city qui doit être,
on va dire, organisé, décidé en démocratie et par les élus et puis mis en place par les acteurs privés et des acteurs publics, puisque les services techniques notamment et les autres services des collectivités restent incontournables dans la mise en place de solutions de mobilité durable. Alors aujourd'hui, pour parler un peu plus du trafic routier, puisque c'est finalement le sujet auquel s'intéresse ma start-up, qui se spécialise dans la création de systèmes de gestion du trafic routier. Déjà, il faut savoir que les Français ont une forte dépendance à l'utilisation de leur véhicule personnel. Aujourd'hui, on a 83% des actifs qui utilisent quotidiennement leur véhicule pour se déplacer de leur domicile à leur travail. Alors bon, là, avec le Covid forcément et le télétravail, c'est un chiffre qui a été fortement réduit, mais ce qui est pas plus mal en termes d'émissions, mais on voit aussi, ce que ça crée, comme contrainte, d'autre part. Mais en fait, ce chiffre de 83, il est important, parce qu'il faut comprendre que sur des territoires et notamment des territoires, des villes de taille intermédiaire comme, le Puy-en-Velay ou comme, Vichy avec, lequel, nous avons l'occasion de travailler, on va, avoir une forte dépendance, aux véhicules personnels et créer, on va dire, des parcs, même si favoriser les transports en commun et les mobilités douces, c'est une démarche, fondamentale et très importante. Il faut quand même aussi avoir, en tête que ces, territoires ne pourront pas switcher du jour au lendemain, d'une mobilité, on va dire à 83 pour plus de 80 assurée par le véhicule personnel, à une mobilité, on va dire verte, très écologique, multimodale, et cetera, comme, on en entend, énormément parler. Alors ce chiffre, même pour les villes, même pour les grandes villes, même s'il n'est pas aussi important, il faut aussi relativiser, à l'heure actuelle, le rôle des transports en commun dans la mobilité. À Paris, la RATP transporte seulement 7 des Franciliens. Donc bon, beaucoup, ont recours aussi à la marche, mais si on prend que les transports en commun, la RATP transporte seulement 7 des Franciliens et pourtant, ceux qui ont déjà pris le métro à Paris, vous vous êtes rendu compte à quel point il était déjà surchargé. Ça pose, là une des vraies questions en termes non seulement de création d'offres de mobilité, mais aussi d'urbanisme. Puisque favoriser, la création, de quartiers, autonomes, peut être une réponse, intéressante, aux besoins de se déplacer. Alors pour ces sujets-là, il y a tout un tas de choses qui sont possibles et on voit certaines grandes entreprises qui, par exemple, installent des bureaux de proximité et qui vont, utiliser des cartographies de là où habitent leurs, employés pour installer des bureaux. Donc c'est plus, l'employé qui vient au bureau, mais c'est l'entreprise qui apporte, des bureaux de proximité là où il y a des bassins, denses d'habitation, de ses employés. Je trouve que c'est une démarche, intéressante et qu'il faut absolument, aujourd'hui, développer. Alors, les transports en commun enfin les transports terrestres, excusez-moi, donc l'automobile, et les transports routiers, sont responsables de 136,3 millions de tonnes, d'émissions de CO2 par an. On se représente assez peu ce que c'est en millions de tonnes, mais en fait, c'est pratiquement un tiers des émissions françaises. Donc là aussi, je rejoins complètement donc Patrick, qui parlait nous parlait d'énergie en début de conférence. On a besoin aujourd'hui de décarboner, notre mobilité et on a besoin, de réduire, on va dire et d'optimiser les systèmes, de transport afin de réduire leur impact. Concernant les bouchons, donc l'impact des bouchons, et des problématiques liées à la congestion du trafic. On évalue, donc l'INRIX, qui est un institut spécialisé dans ces problématiques de pollution et de mobilité, évalue à plus de 17 milliards d'euros par an le coût des bouchons, des embouteillages en France.
Alors ce chiffre, quand on le ramène au foyer, ça fait environ 1 900 € par foyer et par an. Et en fait, c'est une perte, estimée donc en énergie, en usure prématurée des véhicules et aussi en perte de temps. Donc c'est certainement plus 3 000 € en région parisienne, certainement plus, 1 000 € par foyer, en région, on va dire dans des villes intermédiaires comme le Puy. Mais ça reste un chiffre important qui nous montre bien que tout ce temps passé, dans des bouchons, c'est, de l'énergie, perdue et aussi du temps perdu pour nous, citoyens et acteurs, économiques de notre pays. Donc finalement, le projet qui a donné la naissance à la start-up, que j'ai créée, donc Odeven, était, de démocratiser la gestion intelligente du trafic routier pour créer une mobilité, plus agréable et plus durable. Donc je suis originaire du Puy-en-Velay, j'ai vécu les bouchons de cette pourtant petite agglomération et c'est, peut-être l'une des raisons qui a fait que je me suis intéressé à la gestion du trafic et à la congestion. Parce que des fois, quand on est bloqué pendant 1 minute sur un feu rouge, qui pourtant, a une heure où il y a peu de circulation, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un peu plus d'intelligence dans tout ça? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec, le développement des technologies de communication et la démocratisation des puissances de calcul, on n'est pas dans les villes intermédiaires des systèmes un petit peu plus satisfaisants en termes de gestion du trafic routier. Donc, partant de ce constat, je me suis posé la question avec mon cofondateur de finalement comment est-ce qu'on pouvait démocratiser la route intelligente? Quels étaient les freins qui empêchaient aujourd'hui, aux petites et moyennes agglomérations d'adopter des systèmes, de gestion du trafic routier, plus performants? Alors le 1er, grand principe en fait qui permet de démocratiser, ces systèmes de gestion du trafic intelligent, que nous avons mis en place, c'est la dématérialisation des données. Aujourd'hui, les systèmes de fluidification du trafic ont recours à de nombreux capteurs physiques, qui ont donc un coût de maintenance élevé, qui présentent des difficultés d'installation et qui coûtent, cher aussi à installer. Non seulement à maintenir, mais aussi à installer. Odevan, en fait, est parti de, ce constat et finalement, on a réalisé qu'on pouvait aujourd'hui dématérialiser cette source de données, en exploitant ce qu'on appelle les données flottantes. Donc c'est les données issues de vos smartphones et de vos véhicules. Finalement, l'idée, c'est d'exploiter les données, que Waze utilise pour faire de l'information trafic ou que Google Traffic utilise pour faire de l'information trafic, d'exploiter ce même type de données, mais cette fois pour faire de la gestion du trafic et donc pour faire, de piloter l'infrastructure de régulation du trafic. Le 2e point d'innovation de notre système, dans cet objectif de démocratiser la route, intelligente, c'est le recours à des dispositifs de communication sans fil. Les systèmes de gestion du trafic sont fortement dépendants, des réseaux de communication, puisqu'il faut dialoguer en temps réel avec une multitude d'automates qui, s'occupent de gérer, les ampoules des feux tricolores. Le problème de ces réseaux de communication, qui sont, d'ordinaire physique, c'est que là encore, ils vont demander, on va dire, l'installation de matériel physique sur la chaussée et ils vont demander de réaliser des travaux lourds, de creuser des chantiers, de, poser, des conducteurs ou de la fibre optique, ce qui du coup coûte cher et n'est pas dans cette idée de démocratiser, une route plus intelligente. D'autant plus qu'en réseau de communication, là j'ai pris comme exemple, GSM, comme, dans l'architecture du système, que je vous présente. Mais, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plutôt d'utiliser des technologies à basse énergie comme, LoRa ou Sigfox, qui sont des réseaux de communication machine to machine, qui nécessitent très peu d'énergie pour fonctionner et du fait qu'ils, passent des petits morceaux de données. On a vraiment quelques kilooctets de données, qui sont transmis à, chacun des échanges avec, le système.
Et enfin, et c'est le point particulier dont je vais vous parler cet après-midi, c'est automatiser la création d'algorithmes. Gérer un trafic, c'est très, c'est une démarche complexe. En fait, le trafic routier, c'est un petit peu comme la météo. C'est ce qu'on appelle un phénomène qui est fortement dépendant des conditions initiales. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle communément l'effet papillon. Il suffit d'une toute petite variation dans le système pour avoir une dérive qui n'est pas on va dire, anticipable et qui n'est pas calculable. Et c'est pour ça que la météo, même si elle s'améliore, nos systèmes de météo et nos modèles de météo, si puissants soient-ils, auront toujours des limites à prédire à 5, 6, 7 jours les conditions atmosphériques réelles, par ce caractère chaotique de l'évolution de ce système dynamique. En gestion du trafic, c'est exactement la même chose. On a un système chaotique, ce qui fait que si un chat traverse ou qu'un piéton s'arrête ou une voiture freine ou n'importe quel événement qui vient perturber l'écoulement du trafic, on va avoir une répercussion de ce phénomène, sur l'ensemble du réseau, et d'une façon qui est, difficile à prévoir et difficile à, modéliser. Et c'est notamment la raison, de ce qu'on appelle les bouchons fantômes. Vous savez, les, bouchons accordéons où sur l'autoroute, quelqu'un freine, va créer une perturbation. Cette perturbation va s'alimenter. On va avoir une accumulation des véhicules, en un point. On aura plus de véhicules qui vont rentrer dans la perturbation que de véhicules qui vont en sortir et vous aurez créé un bouchon, à partir d'un petit événement ponctuel qui est du coup, par définition, impossible à déterminer et à anticiper. Et c'est bien cet aspect-là, qui rend, la création d'algorithmes difficile. Il va falloir, des traficiens, il va falloir beaucoup d'études de trafic, ce qui coûte cher et ce qui, encore une fois, ne rend pas nos systèmes de gestion du trafic routier, suffisamment, démocratisés, pour être à la portée de villes intermédiaires. Quand je parle de démocratisation, je ne parle pas seulement d'argent, mais je parle aussi de compétences, de ressources humaines. Une ville comme Lyon a un centre dédié à la gestion du trafic. Elle embauche des traficiens, elle embauche des spécialistes de la régulation, qui travaillent ensemble à améliorer les conditions de trafic. Alors bon, certes, c'est pas forcément toujours exceptionnel, hein. Lyon, comme toutes les grandes villes, connaît de nombreux bouchons, mais c'est, quand même beaucoup mieux, heu, que si le système n'était pas régulé, comme, le sont, les systèmes, de gestion du trafic des petites villes. Et donc, une fois finalement ces, concepts, éprouvés, donc, avec, mon cofondateur, on a créé Odevon en février 2019, la société qui aujourd'hui, porte, le développement du système Odevia, qui est notre système de gestion du trafic routier. Alors là, je vous ai mis une petite capture d'écran de la version bêta d'Odevia qu'on a installée dans la ville de Cussey, en fait, donc dans l'Allier. Alors c'est un système qui dialogue avec, des carrefours routiers et qui permet en temps réel de suivre l'état des carrefours, donc le plan qu'ils sont en train de jouer, leur état. Des fois, on peut avoir des pannes, on peut avoir, des pannes, internes qui ne sont pas forcément visibles, mais qui, grâce à Odevia, sont remontées, au système et vont pouvoir être exploitées par les gestionnaires de cette infrastructure. On va avoir, la possibilité de créer des scénarios, de trafic, pour, des événements particuliers, pour, par exemple, faciliter, l'écoulement du trafic sur une voie. Par exemple, on peut imaginer en cas d'événement comme un concert, on aura subitement une élévation du trafic à certains endroits et on aura donc besoin d'adapter le trafic, en conséquence. Ce système permet également, de recueillir des données et va permettre aux gestionnaires, de réaliser, des statistiques et d'afficher, de faire des projections aussi, d'afficher l'historique de ces données de circulation, ce qui va faciliter, leur travail, puisqu'ils seront plus à même de comprendre comment fonctionne la dynamique de trafic dans leur ville et donc là où est-ce qu'il faut, créer un axe, de circulation, là où est-ce qu'il faut, ajouter plus de transports en commun et là où est-ce que, finalement se situe
les points clés de la ville et de la circulation de la ville. Alors, je reviens sur la slide précédente. Euh, je, je vais m'arrêter un petit peu sur la question des données flottantes. Ces données flottantes qui sont issues de vos smartphones et de vos véhicules, rassurez-vous, au Devon, on n'a pas la capacité de traquer vos téléphones. On travaille pour ça avec des prestataires qui nous fournissent des données qui sont complètement anonymisées. Il y a très peu de prestataires capables de fournir des données flottantes de bonne qualité aujourd'hui. On peut avoir Google, donc on peut avoir Media Mobile, qui est une ancienne entreprise française avec laquelle on a travaillé, mais qui a été récemment rachetée par un groupe belge. Et on a une société qui s'appelle IR, qui est connue anciennement sous le nom de Navtech, qui fait ce travail de récupération et de valorisation des données. Et aujourd'hui, si vous voulez, si ça intéresse IR de travailler avec nous, ce n'est pas simplement pour nous fournir des données flottantes, donc les données qui servent au système, mais c'est aussi pour, de l'autre côté, récupérer les données de fonctionnement du système Odevia. Et donc, par exemple, le cycle des feux rouges, les données de comptage issues des boucles magnétiques qu'il y a au sol à certains endroits du système, valoriser ces données et finalement nous les racheter. Et c'est pour ça que un système de gestion de trafic comme Odevia, son business model peut être non seulement la vente du système, mais aussi la vente des données issues du système. Ces données appartenant à la ville, on peut imaginer qu'à terme, Odevia sera une source de revenus pour la ville qui mettra à disposition d'acteurs comme IR ces données de circulation. Et on peut imaginer que d'autres entreprises comme Google souhaitent racheter ces données de circulation précises des villes. Et si ces données améliorent ne serait-ce que de 5 la capacité des algorithmes de Waze à prédire un bouchon, ça vaut beaucoup d'argent pour ces entreprises-là. Alors finalement, je vous parlais de réseaux de neurones au début de cette présentation. Parce que finalement, sur cet dernier aspect d'automatiser la création d'algorithmes et donc de créer des systèmes de gestion du trafic intelligents et performants, les data science et l'intelligence artificielle proposent aujourd'hui des approches intéressantes qui ont été la source de travaux de recherche et développement appliqués chez Odefone. En fait, on a utilisé une technique qui s'appelle l'apprentissage par renforcement pour apprendre à un réseau de neurones à mieux gérer un trafic routier. Alors, ce qu'on a fait, on a créé un environnement de simulation dans lequel on a fait circuler des automobiles. Et grâce à la récupération d'un certain nombre de données et la prise de décision et la prise d'action du réseau de neurones sur l'environnement, le réseau de neurones a pu apprendre à améliorer la régulation du trafic. Alors, je vais prendre un exemple. L'apprentissage par renforcement, il peut être utilisé pour apprendre à un réseau de neurones à jouer à un jeu vidéo. À jouer, par exemple, on va prendre un exemple très simple, le jeu Pong, qui est l'un des premiers jeux vidéo, on va dire, produits par l'humanité. On peut apprendre à un réseau de neurones à jouer à Pong en récompensant ou non ses actions. C'est-à-dire que le réseau de neurones va travailler avec son environnement, donc le jeu en l'occurrence. Il va voir la balle passer au-dessus de sa palette et si jamais il la loupe, on va lui donner une mauvaise note. Donc la reward, qui sera ici, associée à des states du système, à des états, va permettre de finalement donner au réseau de neurones un retour sur le bien fondé de son action. Et comme ça, par des multiples simulations, par une prise d'action répétée et continue du réseau de neurones sur son environnement, il va finalement avoir un apprentissage. Et par des techniques, on va dire, de la mise en place d'un plan d'expérience, on va finalement pouvoir favoriser la convergence et donc l'apprentissage du réseau de neurones. Et c'est notamment cette technique-là qui a été utilisée par l'équipe de DeepMind pour créer une intelligence artificielle capable de battre les humains au jeu de Go. Voilà, le jeu de Go qui est un jeu de plateau assez difficile, plus difficile que les échecs,
et qui justement, là où les échecs, on peut les voir comme une suite de possibilités qu'on pourrait modéliser dans un arbre, le jeu de Go a une, on va dire, dans le jeu de Go, il y a une dimension, une composante beaucoup plus abstraite de ce qu'est une bonne action, qui est difficile et qui n'est pas modélisable dans un arbre d'état fini. Et là où les arbres de décisionnels réussissaient à battre les joueurs d'échecs, ils n'y arrivaient pas à battre les joueurs de Go. Et c'est bien l'émergence des réseaux de neurones profonds et leur utilisation et l'utilisation de techniques d'apprentissage par renforcement qui ont permis de créer des IA suffisamment puissantes pour battre l'humain dans des contextes aussi complexes. Alors très concrètement, je vais vous montrer une petite vidéo finalement d'une simulation et ensemble on va comprendre comment est-ce que ça se passe. Donc pour les étudiants en informatique, c'est simplement des scripts Python qui interagissent avec cet environnement de simulation qu'on peut paramétrer. Donc là, j'avais simplement dessiné un petit carrefour tout simple, mais on modélise des villes entières en fait. Donc on va modéliser déjà le réseau et on va aussi modéliser la demande. Donc la demande, c'est les véhicules. Là, pour l'instant, vous voyez que des petites flèches, mais on peut distinguer des voitures, des bus, des piétons, des vélos, et donc créer un environnement de simulation assez poussé dans lequel on va pouvoir remonter des informations sur les interactions entre ces différents acteurs et parties prenantes de la mobilité. Donc là, je vais un petit peu avancer la vidéo et m'arrêter vers la fin pour... Voilà. On peut regarder en fait, si vous voulez, ce que j'ai fait dans cette simulation, c'est que j'ai demandé à la simulation de jouer des plans de feu différents. Donc là, demandé de jouer le plan 1. Là, j'ai demandé de jouer le plan 3. Le plan 3 ayant des temps de vert et de rouge un petit peu différents. Donc, par exemple, on va donner un petit peu plus de droite sur la route horizontale, un peu moins de vert sur la route verticale. Et comme ça, on va créer différents plans qui vont du coup directement impacter le trafic. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence assez importante selon le choix du plan de feu. On voit que les données récupérées par les scripts indiquent que, par exemple, pour le plan de feu numéro 6, on a 121,99 kg de CO2 estimés dans cette simulation. Là où, avec le plan numéro 3, on a seulement 36,26 kg de CO2. Donc, si vous voulez, les plans de feu et le décalage de ces plans de feu entre les différents carrefours qui constituent le réseau a un impact considérable sur finalement l'écoulement du trafic et donc les rejets de CO2 et le temps d'attente des automobilistes. Ce que j'ai fait là à la main, en fait, quand on utilise les réseaux de neurones, on fait exactement la même chose, seulement les données de simulation que je vous ai affichées. Donc, on va simplement les mettre en entrée de notre réseau de neurones. Et donc, c'est un réseau de neurones qu'on ne nourrit plus avec une image, comme on l'a vu pour la reconnaissance des pommes, mais qu'on va nourrir avec des données numériques. Ah, excusez-moi, un petit problème avec PowerPoint. Il n'a pas dû apprécier toutes mes avant, arrière. Alors, tac, tac, tac. Et du coup, voilà, j'en arrive au système Odevia et à ces explications. Donc, comme je vous disais, ces données numériques issues de la simulation, on va s'en servir pour nourrir le réseau durant la phase d'apprentissage. Une fois mis en production, le système peut continuer d'apprendre puisqu'on va récolter des données de fonctionnement réelles et on va de temps en temps renourrir le système avec pour ajuster son comportement, ajuster la prise de décision des réseaux de neurones et ainsi en faire un système plus performant.
Alors finalement, quel résultat? C'est des techniques aujourd'hui, l'apprentissage par renforcement qui sont, même si, les bibliothèques comme TensorFlow ont largement démocratisé la création de réseaux neurones et d'intelligence artificielle, il y a quand même, un certain nombre de biais introduits par ces expériences et un certain nombre de paramètres d'apprentissage des réseaux à maîtriser. Et donc, on avait mis en place un plan d'expérience qui permettait de déterminer quels paramètres, favorisaient l'apprentissage. Les paramètres, c'est par exemple le choix de la donnée, d'entrée. Donc est-ce qu'on donne, en entrée le rejet de CO2? Est-ce qu'on donne en entrée le temps d'attente? Les paramètres, ça peut être également les paramètres du réseau à proprement dit. Combien de couches on donne au réseau, quelle est sa profondeur et donc et aussi sa largeur. Donc combien d'étages on lui donne en hauteur. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un tas de paramètres propres aux neurones et au poids sur lesquels on va aussi jouer pour favoriser l'apprentissage du réseau neurone. Alors là, par exemple, la première image, elle nous montre un apprentissage qui ne s'est pas très bien passé, sur lequel on a eu une rupture de l'apprentissage. On a commencé à converger et à un moment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais dans l'apprentissage, on a eu vraiment, une rupture, et donc avec une baisse de la récompense du réseau, puisque ces décisions n'étaient plus accurate, il était, plus, récompensé. Alors des fois, on a carrément des apprentissages où là, c'est l'encéphalogramme plat, rien ne décolle, on n'arrive pas à apprendre et c'est que généralement quand, on a des choses qui se passent, pas très bien et on doit travailler sérieusement sur ces, paramètres d'apprentissage. À droite, par contre, on a un apprentissage qui s'est, bien passé avec, finalement une évolution et une convergence, de la récompense, là, je crois, on doit tracer, ce qui indique que le réseau a appris et a été capable d'optimiser, le paramètre, qu'on lui a demandé d'optimiser. Donc finalement, là, en l'occurrence, sur une, simulation, on a réussi, à réduire, jusqu'à, on va dire environ 20 le temps d'attente des véhicules. Quand on réduisait le temps d'attente de 20 des véhicules, on avait aussi une baisse d'environ 7 à 8 du CO2. Donc c'est quand même, pas neutre en termes d'émissions et ça indique qu'il y a quand même une marge de progression aujourd'hui, dans les systèmes de, régulation du trafic qui sont, adoptés et mis en place par nos villes. Là, on voit la répartition, des programmes choisis par notre, des plans de feu choisis par notre programme et on voit que c'est le plan de feu 5 qui a été, favorisé à hauteur de 43,5. Donc c'est le plan de feu 5 qui semblait donner de meilleurs résultats. Alors ça, c'est de la simulation, mais le but, c'est finalement de passer à l'expérimentation. Je vous ai tout à l'heure présenté donc Odevia, la version bêta, notre système de gestion du trafic routier. Pour l'instant, Odevia utilise les données flottantes, il utilise les communications sans fil et les communications fibre optique. Par contre, il n'utilise pas encore cette brique d'intelligence artificielle. Son moteur de décision est basé sur des algorithmes beaucoup plus conventionnels, issus de la mécanique des fluides. Mais en fait, on n'a pas encore passé le stade de l'industrialisation de nos réseaux de neurones. On n'en est qu'à un stade expérimental. Alors, pour, nous accompagner dans cette, mise en place d'une expérimentation grandeur nature, certains, partenaires du projet, on a réussi, finalement à susciter l'intérêt d'un territoire, donc de Vichy Communauté. Du fait des expérimentations avec QC, Vichy Communauté s'est montré intéressé pour cette fois-ci, déployer un système à l'échelle, de l'ensemble de la communauté d'agglomération et donc sur environ 25, carrefours, tricolores. Malheureusement avec le covid, on a dû, stopper, les démarches. Là, on était en train de préparer donc on va dire, un projet et le financement du projet et Vichy Communauté, nous a dit stop, du fait, du covid. Ils repoussent en fait, ce projet d'1 an environ.
Donc on en parlera plus tard, mais ça pose aussi la question de la difficulté pour les petites structures de travailler, avec, des acteurs, des grands groupes et des collectivités. Dans les acteurs de ce projet, on retrouve aussi des laboratoires publics, qui participeraient, plutôt, on va dire, en tant que conseil, et partenaire, plus qu'en tant que membre actif de développement. J'avais notamment rencontré le professeur Vincent Barra du Limos et Thierry Château de l'Institut Pascal, voilà, avec lesquels on a échangé et notamment sur la possibilité, pour Odeven d'accueillir, des thèses de doctorat, sur des sujets de vision, et de machine learning appliqués à la gestion du trafic routier. Parmi ces partenaires, on a aussi des partenaires industriels, donc la société IR, dont je vous parlais, mais également des acteurs, de l'infrastructure comme Lacroix, qui est une boîte qui produit, de la signalisation et des automates très spécifiques qui, cadencent, les feux rouges. Alors là, une autre application d'intelligence artificielle, dans la gestion du trafic et dans la gestion des mobilités, c'est la vision. C'est quelque chose qui aujourd'hui est abordable. Je veux dire, c'est très facile de mettre, de réaliser des algorithmes, capables de reconnaître, des véhicules, des personnes, des voitures et du coup, d'en extraire des comptages. Mais la petite particularité, de notre expérimentation ici, c'est d'utiliser, un matériel ayant très peu, de puissance. En l'occurrence, on a utilisé donc une Jetson, NVIDIA. C'est l'équivalent, d'un micro qui connaîtront, c'est pour les étudiants en informatique, alléger au maximum pour, pouvoir exécuter, ce modèle de reconnaissance sur une, ressource, ayant, très, très peu de puissance, de calcul. Alors finalement, Odevia, c'est un projet, un système assez récent, dans ce domaine où, généralement, comme vous l'avez vu avec Immeuble 3D, on parle de plusieurs dizaines, enfin d'une dizaine d'années, on va dire, pour passer de l'idée, au concept. Nous, on s'est lancé dans un cycle de développement assez court. On a pu, créer un premier prototype, notamment avec la société OpenStudio, pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et c'est pour ça que Odeven a toujours entretenu des liens assez forts avec OpenStudio. Donc on a donc, développé un premier prototype, mené en parallèle des projets de recherche et développement appliqué, donc celui que je vous ai présenté, de vision et également, celui que je vous ai présenté en apprentissage, par renforcement. On a pu installer notre premier système il y a bientôt un an, donc en décembre 2019 dans la ville de QC. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de restructurer l'application et on espère intégrer en début d'année prochaine notre brique intelligente, basée sur l'apprentissage par renforcement, d'agents collaboratifs. C'est-à-dire plusieurs réseaux neurones qui travaillent ensemble en vue d'un objectif. Après, une fois qu'on a développé un système de régulation du trafic, qui est capable de réguler les feux rouges, on peut imaginer aussi, proposer, d'autres, features, d'autres fonctionnalités, comme le suivi de structure, donc suivre l'état des ouvrages d'art. Ça aujourd'hui, c'est une, problématique assez importante dans nos sociétés industrialisées, on va dire qui ont connu une industrialisation il y a déjà longtemps. Les viaducs qu'on a construits, il y a 60-70 ans, comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire de la maintenance prédictive? Comment est-ce qu'on suit en temps réel leur état, afin d'éviter des accidents assez dramatiques comme on a pu le voir en Italie notamment? Et pourquoi pas aussi un module de régulation des vitesses. Et donc là, c'est parfois, vous le voyez sur les autoroutes, c'est, l'idée de proposer des vitesses différentes en fonction de là où vous êtes, afin d'effacer, les bouchons, fantômes dont je vous parlais tout à l'heure. Puisqu'on va par exemple réduire, la vitesse des véhicules à l'entrée de la perturbation afin de limiter le nombre de véhicules qui rentrent, en même temps dans cette perturbation et qui vont finalement l'entretenir. Et pour ça, les données flottantes sont de très bons, sont, de bonnes
est une bonne source de données, on va dire. L'utilisation de données flottantes en régulation des vitesses est très prometteuse. Là aussi, on a fait des simulations. Par contre, la mise en production et le déploiement de ce type de système est beaucoup plus contraignant, puisque là, il s'agit d'installer des panneaux lumineux sur les bords d'autoroutes. Donc, on a besoin forcément de s'entourer d'acteurs de l'infrastructure. Alors, autre application et limite de l'IA, on peut utiliser, finalement ces techniques, pour l'amélioration des transports, urbains. On peut imaginer que sur les bases de données, de Frédéric, l'application de techniques de data science permettent de aussi conseiller les gestionnaires des transports publics, pour les inciter à, adapter les horaires et les points de passage de leur, réseau. On peut également aussi faire de la détection automatique d'incidents, un petit peu comme par des techniques similaires à ce que je vous ai montré en, vision. On peut aussi, détecter, apprendre finalement à une intelligence artificielle à détecter, un événement qui paraît, anormal et ça, c'est quelque chose qui est, aujourd'hui, en place sur certaines autoroutes. On parle de DAI, donc de détection automatique d'incidents. Et on peut aussi, pour du plus long terme, et c'est une démarche, importante pour les urbanistes, faire de la prédiction de la dynamique, démographique. Par exemple, imaginer et anticiper l'évolution de la ville, la croissance, de certains quartiers, en vue d'adapter les infrastructures de transport et les infrastructures, on va dire publiques. Alors après, des limites auxquelles j'ai fait face, de manière très concrète, finalement, c'est, un petit peu, ce qu'expliquait, Patrick. C'est finalement, quid du passage à l'échelle? Une fois qu'on a fait un démonstrateur dans une ville, comment, mobiliser, on va dire, les autres territoires pour, permettre une adoption de l'innovation assez rapide? Et finalement, ce fait, j'ai pu constater que, on avait une forte dépendance à la dynamique créée par les élus et les services. On va avoir des élus et des services, notamment des services techniques, qui sont, déjà en avance sur ces sujets, qui s'intéressent et qui, on va dire, sont réceptifs. D'autres qui ont plus de difficultés à s'approprier, ces questions-là et qui, on va dire, ne vont pas forcément, avoir une forte appétence pour les nouvelles technologies. Il faut aussi noter que l'État encourage, l'adoption d'innovations, qui visent à réduire l'impact des villes, et qu'aujourd'hui, il existe quand même des nouveaux dispositifs pour les startups, qui permettent de faciliter, la vente, d'un système à une ville. Par exemple, le dispositif qui a permis d'élever les plafonds, qui a déplafonné, les achats publics innovants, pour les villes. Donc des procédures d'achat plus simples, puisque finalement ces procédures d'achat très complexes restent une des barrières auxquelles font face les startups. Répondre à un appel d'offres, c'est compliqué. Ça demande aussi généralement de répondre à des critères très spécifiques, comme, par exemple avoir réalisé un chiffre d'affaires de, X millions d'euros sur les 3 derniers exercices et vous vous imaginez bien qu'une start-up, qui, est lancée depuis peu, peut difficilement répondre, à ces contraintes. Aussi, je pose la question et c'est une question qu'on se pose très souvent avec, mon cofondateur et nos développeurs. C'est finalement quelle smart city voulons-nous? Je vais insister sur ce point, la smart city n'a pas forcément bonne presse, et encore une fois, je pense que c'est justifié. Les projets visant à réduire les libertés publiques et à faire plus de surveillance sont pas souhaitables et sont pas souhaités. Par contre, des problématiques, d'optimisation, d'amélioration des, conditions, on va dire de vie des citoyens, je pense que c'est, l'apport intéressant que peuvent avoir les technologies, les nouvelles technologies, et c'est quand même, quelque chose, sur lequel les villes doivent aujourd'hui se pencher, de manière sérieuse, c'est-à-dire en dépassant, la petite expérimentation, mais en, favorisant concrètement, l'installation de systèmes améliorant, les conditions de vie de leurs citoyens.